Bonjour à toutes et à tous. Je suis personnellement et au nom de l'équipe Robeco et du Cercle Robeco extrêmement ravi de vous avoir aujourd'hui. Alors s'engager ensemble pour un avenir durable en donnant encore plus de sens et d'impact à votre patrimoine, c'est ainsi que nous avions défini en janvier 2020 notre ambition au sein du Cercle Robeco. Et c'est autour de cette réflexion qu'on se retrouve aujourd'hui. En tout cas, on en a fait un lieu d'échange et, comme je vous disais, de réflexion. Donc on est aujourd'hui ravis de pouvoir échanger cela avec vous. De notre côté, Robeco s'est formellement engagé sur la voie pour contribuer à un monde meilleur, à un monde plus durable, avec cette volonté en fait, de partager notre savoir-faire, proposer des solutions adaptées, être un acteur du changement et de répondre aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. En tout cas, c'est ainsi que nous inscrivons dans cette initiative et que nous sommes fiers de pouvoir avancer dans ce projet. Donc, en tout cas, au nom de l'équipe, comme je disais, nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver et d'échanger sur ce thème, en tout cas, qui nous anime. On vous a remis sur la table un livrable. Donc, c'est un document qui nous est cher et qui est important, parce qu'il reprend en synthèse les échanges menés au cours de l'année 2023 au sein de cette équipe. D'ailleurs, on va en dérouler un certain nombre de sujets durant cette réunion. Nous avons un programme de la matinée que l'on va vous afficher à l'instant, voilà, qui va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, on va faire un petit débat avec Jean-François Lebey, qui est directeur général de Cantalis, que je vais avoir l'honneur d'inviter sur scène très rapidement, afin de parler un peu chiffres et de vous donner un peu de perspective dans ce monde dans lequel on évolue et ces challenges que nous vivons actuellement. Nous aurons ensuite 2 tables rondes qui seront animées par Isabelle Guyot-Simonet, qui est là et qui nous parlera, elle, de la recherche de l'alchimie heureuse entre l'offre et le réglementaire. Il me semble que c'est un sujet qui est pertinent, ne serait-ce que par le titre déjà, et aussi un devoir de performance, parce qu'à la fin de la journée, au sein de la banque, au sein des sociétés de gestion et du monde dans lequel on évolue, l'objectif, c'est quand même de faire de la performance et de donner du sens à ce que l'on fait. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne matinée, une bonne réunion avec nous. J'ai dit matinée, mais on se quittera avant la fin de la matinée, je vous rassure. Et je vais inviter Jean-François Bay à venir me rejoindre. Merci. Bonjour, bonjour, merci à tous. Très content d'être avec vous ce matin pour cette matinée chargée. Et donc désolé, je ne pourrais pas rester trop longtemps, mais merci à Robeco pour l'invitation et pour lancer justement cette matinée, état des lieux, avant de lancer des perspectives, pouvoir parler des données. Donc ça tombe bien, chez Cantalis, on en a beaucoup, donc on va essayer d'en partager quelques-unes avec vous. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai préparé des questions pour vous, Jean-François. Et alors quand on a voulu parler de données et d'état des lieux, on ne pouvait ne pas inviter Cantalis, qui est donc l'acteur reconnu sur le sujet. De notre côté, on vous voit publier régulièrement des études et des observatoires de notre marché en matière de fonds et d'investissement durable. Pourriez-vous nous donner les derniers chiffres, en tout cas les chiffres clés de développement récents et de l'ESG dans tout ça? Voilà, alors je vais vous donner les chiffres clés à fin juin. Voilà, savoir un peu de quoi on parle quand on parle de gestion ISR ou d'approche ESG. Aujourd'hui, pour l'industrie, comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 50% des fonds distribués en Europe qui intègrent une approche ESG. Donc c'est massif. C'est un mouvement que vous avez vu arriver. J'ai précisé sur la slide que c'était encore assez confidentiel il y a quelques années, puisqu'on parlait de 350 milliards, donc 3% du marché. On est passé à 50%, ça a été multiplié par 11 en 5 ans. Alors vous doutez bien que si c'est 50% de l'industrie, c'est qu'il y a un peu de vert clair, il n'y a pas que du vert foncé. Et vous doutez bien qu'il y a une transformation des blockbusters de l'industrie, puisqu'il y a à peu près 75% des fonds ISR aujourd'hui qui ont été transformés. Donc ça veut dire qu'il y a 25% qui ont été lancés, mais il y a eu quand même pas mal de transformations. Sur le deuxième chiffre, donc 350 milliards de collecte nette en Europe sur les fonds ISR sur les 3 dernières années. Donc c'est plus que les fonds non ISR. Il y a eu un engouement fort sur justement ces thématiques ESG. Donc il ne s'agit pas juste de transformer le stock,
Mais il y a aussi une demande et un investissement fléché vers ces fonds. Aujourd'hui, en termes de nombre de fonds, donc on est à près de 7300 fonds. Donc c'est à peu près un tiers de l'univers. Donc un tiers de l'univers, la moitié des encours. Donc on voit que du coup, ça se concentre sur vraiment des blockbusters. L'industrie ne voulait pas passer à côté de cette transformation, de ce Big Bang. Je vous ai mis le ratio SFDR 9, puisque aujourd'hui, on a 9% de ces fonds qui sont SFDR article 9. Donc la grande majorité, 87% des encours, sont en article 8. D'où l'intérêt, mais on y reviendra sans doute, de clarifier un petit peu justement cette granularité, apporter un petit peu plus de granularité. 78% des fonds, puisque l'industrie et les distributeurs se focalisent beaucoup aujourd'hui se sont emparés de SFDR 8.9. Si vous n'êtes pas minimum article 8, vous n'êtes pas référencé. Et les labels sont assez peu représentés, en fait, puisqu'il y a 78%, enfin pratiquement 80% des fonds qui ne sont pas labellisés. Et quand on dit labellisé, c'est quand on intègre l'ensemble des labels européens. Donc, c'est-à-dire que si vous faites la somme de LuxFlag, plus Towards, plus ISR, plus Green Bond, plus Greenfield, plus nanana, vous vous retrouvez avec une vingtaine de pourcents. Donc, c'est-à-dire que sur le label ISR, même français, c'est encore beaucoup plus faible. C'est une dizaine de pourcents. Donc, ce qui fait que, voilà, pour les distributeurs, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est un peu un débat d'arrière-garde, je pense, pour l'industrie, qui avance avec les réglementations, mais en particulier SFDR. Merci Jean-François. En tout cas, cette vision globale reste très intéressante. Mais néanmoins, dans la salle, nous avons essentiellement des acteurs de la gestion privée. Comment voyez-vous les tendances observées sur cette clientèle? Alors, c'est une bonne question parce que pour faire la transition, on voit que la collecte nette a été massive et l'industrie de la gestion a transformé ses gammes. Et vous vous doutez bien que s'il y a une telle transformation, ce n'est pas juste institutionnel. On était passé sur une gestion éthique, institutionnelle, qualitative il y a quelques années, encore confidentielle. Et puis là, on se retrouve avec des collectes très fortes qui sont nécessairement en B2C sur le retail et en B2B2C sur la gestion privée. Alors, comment ça a été possible? Je vous ai mis deux exemples. Le premier exemple, c'est l'assurance vie, puisque c'est difficile de parler de gestion de patrimoine en France si vous ne parlez pas assurance vie. Si on regarde l'ensemble des contrats d'assurance vie au sein de la base de données Cantalis, il y en a à peu près 900 si on fait France, Luxembourg, enfin voilà, tous les contrats en Europe. On a à peu près un peu plus de 400 unités de compte en moyenne par contrat. Déjà, c'est intéressant. Et en moyenne, on a 292 fonds ISR référencés par contrat. Ce qui veut dire que 71% des unités de compte aujourd'hui au sein des contrats sont des fonds qui intègrent des approches ESG. Donc on voit bien qu'il y a une demande, mais il y a aussi une offre, j'allais dire, auprès des investisseurs, notamment via l'assurance vie. Les assureurs ont plus que joué le jeu. Alors vous allez me dire, oui, mais ils n'ont pas référencé, ils ne sont pas passés de quelques fonds ISR à 71%. Je parlais de la transformation des fonds. À partir du moment où vous avez des très gros blockbusters qui ont intégré des approches ESG, vous vous retrouvez, c'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, quoi. Vous aviez, votre investisseur porte des fonds ISR, il ne le sait peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une disponibilité, une offre, un catalogue qui s'est enrichi, qui est très fort, et qui permet aux gérants privés de pouvoir intégrer ces approches, ces thématiques dans le contrat et vis-à-vis de leurs clients. Alors, il y a deuxième levier, c'est les préférences ESG, puisqu'on a demandé depuis août l'année dernière d'intégrer les préférences ESG, donc on pose des questions aux clients. Et du coup, là encore dans le stock, quand on regarde les profils qui sont créés, gérés quotidiennement par des professionnels sur des outils Harvest Cantalis, on a à peu près 54% des allocations aujourd'hui qui intègrent des approches ESG, donc c'est quand même beaucoup. Vous voyez, donc ça dépend un peu des profils, etc. Mais en tout cas, l'industrie s'est engagée. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu
des acteurs qui vont être très engagés, qui vont rechercher des stratégies très à impact, qui vont vouloir être vraiment vert foncé pour répondre aux questions de leurs clients et investisseurs finaux. Et puis on a d'autres qui sont un petit peu plus sceptiques en disant bon, il y a quand même pas mal de mouvements, même réglementairement, c'est pas très très clair. On a mis un peu la charrue avant les bœufs. On nous demande de faire de la préférence ESG, on ne sait même pas sur CSRD, sur des entreprises, comment elles rapportent et sur quels indicateurs. Donc voilà, je dirais qu'il y a eu une bascule massive de l'ensemble de l'industrie, mais en tout cas, on voit que les choses ont bougé sur la partie offre et sur la partie demande. Très bien, merci. Aussi, l'année 2023 a été une année particulièrement challenging, en tout cas de tous les challenges sur les marchés financiers. On l'a vu au niveau géopolitique, on a vu des banques centrales, en tout cas, parfois nous compliquer un peu la tâche, mais également pour les flux, comme vous venez de l'expliquer d'ailleurs. Et alors concernant l'ESG dans tout ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une sorte d'impact sur la partie ESG. Peut-on parler de changement radical du comportement des investisseurs vis-à-vis de l'ESG ou tout simplement même un désintérêt structurel si je vais au bout de l'exercice? Alors je vais vous donner, Karim, quelques éléments. Avant de répondre au flux de collecte sur l'ESG, je vous ai donné tout à l'heure sur 3 ans ou sur 5 ans, vous voyez que c'était plus important que sur des stratégies non ESG. Je vais vous donner un peu la température aujourd'hui, quelles que soient les stratégies. Donc on voit qu'on a vécu 3 années incroyables dans notre industrie, et dans le monde en général. Une année 2020 Covid, une année 2021 vaccin, que j'ai qualifié de vaccin, où sur l'industrie, ça a été un engouement et une collecte très très forte. Il y avait beaucoup, les ménages et les investisseurs avec beaucoup de cash. Il y a eu un effet engouement post-Covid qui a été très très fort, à la fois sur les marchés et sur la collecte, puisqu'on voit que en Europe, la collecte nette a été de 1 000 milliards. Donc c'est vraiment des records sur à la fois des actifs risqués actions et, vous voyez en bleu, des actifs non risqués, taux et monétaires. On est rentré sur l'année 2022 sur une année de peur de l'inflation. Donc la peur de l'inflation, vous voyez que l'inflexion a été massive sur des produits obligataires, des produits de taux. Les investisseurs se sont dit, bon, j'ai compris, comme il y a énormément d'inflation et que la hausse des taux se commence, s'initie, je vais forcément avoir des fonds obligataires qui vont énormément souffrir. Donc il y a eu un retrait massif de la part de tous les agents économiques sur des fonds obligataires. Vous voyez que la partie action rouge diversifiée est restée relativement zen sur une année 2022, en tout cas en termes de flux de collecte. Et puis ensuite, on a eu 2023. Et vous voyez que 2023, c'est, selon moi, en fait, des acteurs, des agents économiques qui se disent, bon, visiblement, les banques centrales ont raison, visiblement, c'est en train de refroidir. Donc si ça refroidit, je reviens sur des produits de taux. On voit un engouement très fort sur la partie obligataire et monétaire. On a vu le succès des fonds obligataires datés. Après un tel crack obligataire, on s'engouffre dans l'opportunité. Et c'est plutôt en défaveur des actifs risqués. Vous voyez une décollecte forte, et en particulier sur les actions européennes, sur les actifs risqués. Même si les fonds diversifiés, les fonds flexibles, ont des décollectes massives, avec des investisseurs et des banquiers qui font rentrer leurs clients à nouveau sur des produits de taux qui, à nouveau, rémunèrent. Le taux sans risque rémunère beaucoup. Donc vous avez tout un continuum en disant, vous faites du taux 100, du compte à terme 3,5, vous faites du high yield à 8,9, c'est génial. Et du coup, c'est au détriment des autres classes d'actifs plus diversifiées. Donc voilà un petit peu ce qu'on connaît. Ce qui fait que pour l'industrie, c'est une année neutre. C'est 0 milliard de collecte sur 2023, moins 150, on va dire, sur les actifs diversifiés et plus 150 milliards sur les actifs refuges type taux monétaire. Alors le mix produit, du coup, pour l'industrie n'est pas très positif. Si vous faites rentrer des clients sur du monétaire, ça doit être moins rémunérateur que sur des actions émergentes. Mais en tout cas, voilà un peu la tendance sur les derniers mois. Et du coup, ça nous donne une transition sur les fonds ESG. Vous voyez que sur cette même période, les stratégies ESG ont un peu marqué le pas, mais ça reste quand même très solide. On n'a pas des sorties massives, et en revanche, on voit un engouement, un retour des investisseurs sur les thématiques non ESG. Donc c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse et qui m'a marqué, c'est qu'on a des investisseurs qui privilégient l'industrie, la défense, le pétrole, la tech, qui ne sont pas nécessairement des stratégies ESG,
plutôt que des sorties massives de l'ESG. Alors, il y a eu quelques défiances sur des fonds énergie renouvelables, etc. Enfin, il y a quelques thématiques qui ont un peu plus souffert, mais globalement, ça reste quand même très solide. Très bien. Et dans tout ça, les thématiques les plus recherchées de la part des investisseurs? Alors, quand on fait un focus sur le E, le S et le G, on voit que c'est quand même l'environnement, le climat qui a été très recherché. Donc là, on fait un focus que sur les fonds thématiques, hein, ce n'est pas sur l'ensemble de l'univers, et que sur les fonds actions thématiques. Hein, donc on a retiré pas mal de candidats. Mais en tout cas, on voit effectivement que sur ces thématiques, sur un focus thématique, c'est quand même l'environnement et le climat qui a été prépondérant. Je pense que les investisseurs, dans une approche thématique, on leur a parlé du réchauffement climatique, ils voient les effets à hauteur d'homme chez eux, donc ils se disent, bon, bah, il faut quand même qu'on trouve des solutions. Si chez moi, j'ai réfléchi à mettre des panneaux solaires, j'ai peut-être intérêt à investir donc sur la partie passive, sur la partie active, j'ai peut-être intérêt à mettre des capitaux sur les panneaux solaires, etc., etc. Donc c'est des éléments un peu évidents. Le S et le G ont été nettement plus faibles. Et à l'intérieur de l'environnement, on voit des thématiques qui ont très bien marché en termes de perf ou de collecte, type économie circulaire. Donc tout ce qui est retraitement, traitement des déchets, enfin voilà. Donc les consommateurs sont aussi des investisseurs, donc ils pensent back market, Vinted, Le Bon Coin, etc. Donc on a vu un engouement très fort pour sur la partie non cotée, et on voit la même chose sur la partie cotée. Donc ça reste des thématiques qui sont très fortes pour les investisseurs. Parfait, merci. Alors je vois qu'on a encore 3 minutes. J'ai envie de vous poser une dernière question avant que vous partiez. Et puis ça nous permet de faire la transition avec la prochaine table ronde. On a vu que la réglementation SFDR n'a cessé d'évoluer depuis son entrée en vigueur en 2021. À quoi peut-on s'attendre aux prochaines annonces qui vont arriver, il me semble, là en décembre prochain? Le 15 décembre. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc je n'en sais rien. Je pense que toute l'industrie se met un peu en ordre de bataille pour profiter un peu du prétexte de SFDR Review pour réaligner un petit peu, essayer de retrouver un petit peu de cohérence et de consistance. D'une part, on a un télescopage des réglementations qui est un peu compliqué. Donc on se dit, CSRD pour des entreprises arrive après préférence ESG, donc c'est difficile pour moi de flécher des capitaux vers des fonds dont je ne sais pas vraiment quels indicateurs sont utilisés et vont être apportés. Donc si mon client dit « je voudrais faire économie circulaire », est-ce que je vais vraiment pouvoir lui prouver que les flux vont au bon endroit? Je pense que c'est lié, donc il y a une question de cohérence, il y a une question aussi de granularité. On voit bien que SFDR 8, dans un premier temps, a emporté l'ensemble de l'industrie, avec une approche impact qui fait très peur aux sociétés de gestion, avec le risque d'être montré du doigt, en fait, hein, sur voilà, ces définitions. Est-ce que c'est vraiment des solutions? Est-ce que ça a vraiment un impact? Donc on a un petit peu peur de ça, et du coup, je pense que le régulateur a envie de clarifier. Alors ce qui se dirige vers SFDR, c'est un petit peu un 8 avec 3 étages. Un étage transition pour bien clarifier aux investisseurs que oui, on va accompagner des entreprises à mettre en place une transition juste, en intégrant aussi des critères S et G. Hein. Si c'est pour pointer du doigt Total Énergie et avoir 200 000 emplois supprimés en France, c'est peut-être pas forcément l'idéal. On va dire, on va les aider à faire cette transition, ce mix énergétique. Il va y avoir une strate solution pour vraiment voir ce qui impacte aujourd'hui. Et on va avoir aussi la possibilité d'intégrer une partie plus exclusion, je pense, de manière un peu plus claire, un peu ce qu'on a vu avec le label ISR récemment. Donc on aura du 8-9 avec 3 étages peut-être. Donc on va regarder un peu comment tout ça se met en place. En tout cas, nous, au niveau de nos données, donc à la limite, on fait ce que nous demande le régulateur et on collecte, mais rien qu'à notre niveau chez Cantalis, c'est 1 milliard de nouvelles données à intégrer sur l'ESG
sur l'année, donc vous doutez bien que c'est colossal. C'est-à-dire que c'est 150 000 fonds, c'est le EET, donc c'est le template sur l'ESG. C'est des fonds qui rapportent, qui n'ont pas toutes les données, en sous-jacent des entreprises, donc on va demander aussi des informations sur des entreprises. Donc tout ça se télescope un peu. Moi, je pense que globalement, c'est à la fois une source un petit peu d'inquiétude et de questions, parce que la poussière n'est pas encore vraiment retombée, donc on ne sait pas trop en fait comment le régulateur va faire évoluer ça. Je pense que ça sera encore beaucoup d'évolution. On n'est qu'au début, parce qu'on tâtonne un peu et que voilà, il y a un peu un lobbying où on fout des mouvements, des courants contraires parfois, donc tout ça est en train de se mettre en place, mais que globalement, en fait, ça va plutôt dans le bon sens. Je fais souvent le parallèle avec la sélection à l'université et la sélection des candidats avec Parcoursup. Si vous dites je voudrais sélectionner les bons candidats, au début on se dit bon, je vais prendre les notes en terminale, après on se dit non, mais il faudrait quand même avoir un contrôle continu. Bon, je mets du contrôle continu, donc je vais avoir la moyenne entre la 6e et la terminale. Les universités vont dire ouais, mais tu me fais une moyenne, mais moi ce qui m'intéresse c'est plus terminale, première, seconde que 6e. Ah bon, donc je vais changer la méthodo. Des universités d'ingénieurs vont dire ouais, moi ce qui m'intéresse c'est maths physique, je m'en fous complètement de la note en philo. Ok, bon, alors on va revoir. Donc je pense qu'on est un peu au début de ces processus. C'est forcément compliqué un peu tout le monde, mais globalement les investisseurs ont bien compris l'avantage d'avoir un peu plus d'informations sur les entreprises dans lesquelles elles investissent, les objectifs et des indicateurs type consommation, émission de CO2, ou déchets, eau, pollution. C'est des éléments qui vont devenir un petit peu classiques pour des investisseurs et donc des distributeurs. Et le petit bémol, c'est un peu les coûts et les changements que ça représente pour c'est un peu les ordres et contre-ordres, comme on dit à l'armée, qui peuvent un petit peu perturber notre industrie. Mais voilà, je pense que globalement, vous l'avez vu, les chiffres, le mouvement est lancé. Les investisseurs sont très friands de ce type d'approche thématique. Quand on vous leur dit vieillissement de la population, ils savent de quoi ils parlent, ils se projettent sur une gestion active qui leur parle. Et pareil pour la partie ESG, donc le financement durable, c'est quelque chose qui leur parle. Et donc voilà, il y a forcément beaucoup de choses à faire. L'autre élément aussi, c'est que je pense que c'est source d'opportunités. On a l'impression qu'on se focalise tous autour des data. Si c'était aussi simple que ça, un robot pourrait le faire, une intelligence artificielle pourrait le faire. Bon, je presse sur un bouton, puis j'ai CO2, eau, et puis j'envoie ça au client. Je pense qu'au contraire, il y a une analyse qualitative qui reste forte en fonction des business models. Air Liquide, Schneider, Veolia. Donc il y a encore un travail d'éducation et d'explication qui va donner une différenciation par définition selon les acteurs à tous les niveaux, nous au niveau de nos data, la société de gestion au niveau de ces analyses des entreprises et le distributeur au niveau des explications et de la pédagogie qu'il va faire avec ses clients. Donc pour moi, c'est plutôt une source d'opportunité si on l'aborde bien et que si on ne voit pas ça comme une contrainte et un inconvénient. Parfait, merci Jean-François. En tout cas, de cette vue hélicoptère, j'ai beaucoup aimé l'analogie avec Parcoursup. On montre à quel point c'est compliqué. Parfois, ça parle. Et c'est prometteur, en effet. Et en tout cas, merci aussi de terminer sur ce slide qui vous présente en fait l'Observatoire Cantalis de la gestion ISR. Voilà, Observatoire Cantalis Robeco qui va sortir en tout début d'année, donc c'est dans toutes les bonnes librairies en février, avec les datas au mois de 31 décembre. Et donc, merci Karim Robeco pour ta confiance. On va pouvoir vous donner une trentaine de pages et beaucoup d'indicateurs sur ces tendances. Et donc, c'est aussi important qu'on puisse vraiment donner des chiffres clairs et qu'on sache de quoi on parle. Et donc, c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire ensemble. Et je crois que c'est ce que vous faites aussi ce matin avec ce cercle. Merci de cette confiance renouvelée également. En tout cas, merci Jean-François de ton temps et d'avoir fait le saut chez nous. Merci beaucoup. Matin. Bonne matinée, bon travail. Bon, il ne me reste plus qu'à annoncer la prochaine table ronde. Isabelle Guyot-Sionnet, excuse-moi, tout à l'heure j'ai fait une petite faute en prononçant ton nom. Tu m'en voulais pas. Bon, voilà, donc qui est fondatrice et dirigeante d'AM Group. Donc Isabelle nous a suivis durant toutes ces années, à la fois pour
pour créer ce groupe, le conduire et animer les différents débats. Donc, merci. Merci Karim, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour animer ces deux tables rondes. On a un timing très très serré, on va essayer de tenir le temps. Merci en tout cas Jean-François d'avoir su le tenir. J'ai beaucoup aimé, moi pour ma part, cette note extrêmement optimiste par rapport aux investisseurs. Je ne suis pas sûre, on va revenir sur le sujet avec nos intervenants membres du cercle Robeco, que la profession soit aussi optimiste à ce jour sur le niveau d'appétence des clients privés pour cette durabilité de leurs investissements. Très rapidement, je vous présente Gilles Dussert, représentant de BNP Paribas Banque Privée, Géraldine Gouge, Rothschild & Co, Nicolas Budry, oui, tiens, Nicolas, je vous appelle jamais par votre nom de famille, HSBC Private Banking, et Claire Douchy, Société Générale Private Banking. Je vais donc avec eux aborder ce premier sujet de la recherche d'une alchimie heureuse entre l'offre et le réglementaire. Est-ce qu'elle est vraiment si heureuse que ça ? On a parlé des SFDR et vous le savez, effectivement, il y a une vraie instabilité des textes. D'ailleurs, je me permets de faire une petite remarque par rapport à ce booklet qui, effectivement, est la synthèse des travaux engagés par les membres du cercle depuis juin l'année dernière. Ça vaut... Ça a beaucoup de valeur pour nous, bien sûr, mais ça vaut pour la durée des travaux, puisque, comme vous le savez, on est dans une grande instabilité réglementaire notamment, et pas que. Donc, ce qui est écrit ici n'est pas inscrit dans le marbre, bien évidemment. On parlait des SFDR, et nous allons discuter plutôt de MIF 2, entrée en vigueur, comme vous le savez, en août l'année dernière, qui a été perçu par la profession en général et les membres du cercle Robeco en particulier comme un véritable game changer. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous travaillons depuis juillet dernier sur ce sujet-là. On s'est très vite rendu compte, c'était vraiment des premiers constats dès les premières réunions de nos membres, que finalement, à leur niveau déjà, une dizaine donc de membres représentatifs de cette profession, un constat sur des différences d'appréhension des textes, et donc des parcours, des questionnaires extrêmement différents d'une maison à l'autre. Or, j'ai la faiblesse de penser qu'un client multi-bancarisé s'interroge justement sur cette profonde disparité. On a eu le sentiment très vite, et c'était repris également par des sondages et par les médias, d'une perception finalement d'un banquier privé déceptif. Peu de préférences clients exprimées à ce jour. Je profiterai de ce que vous êtes tous dans la salle pour faire un petit sondage pour savoir comment, dans vos maisons respectives, vous avez effectivement réussi à séduire et à donner envie à vos clients privés d'exprimer leur appétence. En tout cas, on a abordé avec Jean-François un certain nombre de chiffres. Le quantitatif, c'est bien, ça nous permet effectivement de prendre de la hauteur, du recul et de réfléchir. On va surtout appréhender les points de façon qualitative avec, de notre point de vue, le point central, c'est le dialogue qui est opéré entre le banquier privé et son client. Et il est apparu aux membres du cercle que ce dialogue était véritablement l'enjeu majeur pour permettre à la profession finalement de se démarquer des autres professions de conseil et de vente de solutions financières, parce qu'effectivement ce dialogue était vraiment au cœur et devenait cœur de la mission d'accompagnement, de la mission pédagogique du client. Gilles, je vais commencer par vous. J'aimerais effectivement savoir si finalement vous pensez, à travers le recueil des préférences de vos clients, que la banque privée était en mesure de les accompagner dans l'expression de cette aspiration en matière de durabilité. En préparant cette table ronde, il m'a semblé que ce fameux dialogue était finalement assez vite interrompu. Alors, effectivement, je dirais même plutôt que ce dialogue peut très rapidement s'interrompre s'il n'est pas bien mené. Tout simplement parce que, vous le savez ici,
les concepts définis par la réglementation MiFID et DESG sont particulièrement peu lisibles et peu compréhensibles. Donc, les clients qui n'ont pas une appétence naturelle pour ce sujet peuvent être effrayés par cette complexité et finalement décider de répondre qu'ils n'ont pas de préférence ESG pour éviter tout problème et passer à autre chose. Et c'est là finalement tout l'enjeu des banques privées que de, malgré ce point de départ complexe, réussir à nouer un dialogue qui, in fine, va se révéler être fécond. Donc, comment faire ? Je pense qu'il y a deux solutions. La première, c'est de réussir à simplifier et à rendre compréhensible la réglementation à nos clients. Mais là, on voit bien le risque, qui est moins un risque qu'un écueil, c'est de trop simplifier et donc de devenir non conforme, chose qu'effectivement il faut absolument éviter. La deuxième approche, selon moi, c'est de doubler ce discours réglementaire obligatoire avec un autre discours plus marketing, avec des indicateurs plus simples. Mais là, vous le voyez, le risque, c'est d'empiler les concepts. Donc la solution n'est pas simple à trouver. Et puis, le dialogue, je trouve qu'il peut être aussi rapidement interrompu avec les clients qui, à contrario, ont une vraie appétence pour le sujet. Pourquoi ? Parce que ces derniers, finalement, ils veulent des produits purs, ce qu'on appelle un peu communément un impact. Donc, finalement, ils vont se soucier assez peu des subtilités de la réglementation, savoir quel pourcentage d'investissement durable au sens de la taxonomie ou au sens de SFDR, quels sont les PAI, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Et la dernière raison que je vois qui rend le dialogue difficile, c'est cette fois-ci côté banquier privé. On voit l'inflation des concepts, on en a parlé, et donc ça requiert de leur part un travail important pour être capable de tenir ce dialogue. Et niveau banquier privé, la tentation peut être aussi grande de le fuir quand on ne se sent pas à l'aise avec ces concepts, d'où je pense des efforts de formation dans toutes nos maisons respectives. On reviendra effectivement sur cet enjeu fort de pédagogie et de formation. Claire, je suis preneuse de votre témoignage parce que chez Société Générale Private Banking, vous avez finalement adressé la difficulté inhérente à ces fameuses 3 questions qu'il faut poser aux clients. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que évoquait Gilles. Moi, j'ai rencontré pas mal de banquiers et de gérants privés qui disaient « Mon client me fait confiance, je simplifie et je l'invite à cocher la case. Je n'ai pas d'appétence. » Vous avez su, chez Société Générale Private Banking, contourner, adresser cette difficulté inhérente. Expliquez-nous. Merci. Le même constat que celui que fait Gilles, hein. C'est compliqué. Donc effectivement, on est passé par une première étape avant de lui poser la question ou lui demander s'il avait des préférences, c'était de l'inviter à choisir parmi 3 possibilités. Soit il allait exprimer des préférences personnalisées, soit il allait opter pour une approche qu'on appelle approche générique, qui est déjà un peu pré-remplie, en fait. Soit il n'a pas l'approche durable du tout. Et il y a eu effectivement beaucoup... donc ça a simplifié énormément la première étape, parce que vous aviez à la fois des clients qui, en effet, font confiance à la banque et disent si c'est l'approche générique de Société Générale Banque Privée, expliquez-la moi, mais finalement je vous fais confiance. Et puis, donc c'est assez simple pour le client. Le défi, c'est que donc, le banquier doit expliquer en quoi consiste cette approche générique. Et cette approche générique, elle a été volontairement pas trop volontariste, c'est-à-dire pas trop ambitieuse en matière d'alignement, parce qu'on n'avait pas la donnée, parce que l'offre n'était pas encore là, avec une ambition de la rendre de plus en plus robuste dans le temps. Le résultat des courses, il mérite d'être souligné, c'est que vous avez une proportion forte de clients qui ont opté pour cette approche générique. Oui, on a à peu près 65% de clients qui donc, ont opté pour cette approche générique. On a à peu près 5% de clients qui ont opté pour, alors ça c'est les puristes dont tu parlais Gilles, qui ont opté pour une préférence personnalisée, donc après c'est eux qui expriment leur alignement. Et puis, on a le reste, c'est-à-dire à peu près 30% de clients qui n'ont pas de préférence du tout. Petit sondage dans la salle, par maison. Est-ce que vous pourriez lever le doigt, ceux qui ont en moyenne plus de 50% de leurs clients qui ont exprimé une appétence en matière de durabilité?
Oui. Deux maisons, vous faites partie de la même maison? Non. Très bien. Donc deux maisons, 25%, 50%. Combien de maisons ont des clients dont 25 à 50% ont exprimé leur appétence, c'est-à-dire n'ont pas coché la salle? Osez lever le doigt. 1, 2, 3 maisons. Très bien. Et donc, moins de 10%? Une maison qui ose le dire. Très bien, merci beaucoup. On l'aura compris et on l'a évoqué, ce dialogue est clé. Avant d'aborder l'offre, Géraldine, moi j'aimerais qu'on revienne sur justement les facteurs de réussite pour ce dialogue optimal et pour une réconciliation entre l'offre et la demande. Parce qu'effectivement, on a vraiment considéré au sein du cercle que ce dialogue était clé, puisqu'il participe de fait à la qualité de la proposition de valeur de la banque privée. Et donc, on a pu identifier quelques facteurs. Oui, Isabelle, effectivement. Donc, il faut quand même rappeler qu'il y a quelques principes de réalité aussi qu'on doit prendre en compte dans cette proposition-là. Donc, aujourd'hui, on est face à un certain nombre de challenges pour réussir ce dialogue, comme on le disait. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un principe de réalité, plusieurs principes de réalité qui s'imposent à nous. Notamment, on navigue dans un environnement un peu mouvant, nous, en tant que banquiers, et avec nos clients, dans cet environnement réglementaire. Donc, la revue des labels dont on parlait, la revue des CFDR, qui étaient un peu les grands standards qui venaient structurer notre dialogue et qui remettent un peu en question ce qu'on a appris à nos banquiers et ce qu'on a un peu expliqué aussi à nos clients. Donc aujourd'hui, on doit naviguer nous-mêmes et naviguer avec nos clients sans rajouter de la complexité dans ce dialogue. Donc ça, c'est un premier sujet qu'on doit traiter. L'autre enjeu, c'est qu'on réconcilie alors profil financier et profil de durabilité. Sauf que profil financier et durabilité, tout n'est pas possible en fait. Donc au-delà du profil de risque, il va falloir qu'on réconcilie avec des horizons d'investissement, des besoins de liquidité de nos clients, et ces contraintes, elles font que il y a des notions qui ne sont peut-être pas adressables, l'impact en fonction aussi de tous les profils. Et donc là, ça fait partie de ces fameux principes de réalité dans le champ des possibles. Et enfin, on a un besoin aussi d'être pédagogue sur des enjeux de la durabilité, notamment les enjeux de transition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de temps en temps plus compliqué d'expliquer qu'il faut accompagner des secteurs qui sont en train de faire évoluer leur modèle économique que d'aller directement vers des politiques d'exclusion un peu plus strictes. Donc, là, il y a aussi un ensemble d'éléments à prendre en compte pour rendre ce dialogue et cette adéquation de l'offre qui fonctionne avec ce qui est exprimé par notre client et ce qu'on est en mesure de proposer, je pense. Et puis, il y a un enjeu pour chacune des maisons, c'est que l'ensemble des banquiers privés tiennent le même discours et une même posture, et effectivement, et la posture appropriée par rapport à ces enjeux, par rapport à des positions de leurs groupes respectifs. Et on s'est rendu compte pendant nos échanges cette année que dans chacune de vos maisons, vous étiez organisés d'ailleurs pour créer pour élaborer ce narratif, s'assurer qu'on ait bien ce One Voice, One Policy qui soit incarné par vos banquiers privés. Ça s'est organisé concrètement comment chez vous, Gilles? Nous, on a une tradition très jacobine, c'est hyper centralisé. On a une direction de l'engagement qui écrit le narratif et puis après ça diffuse avec des correspondants RSE dans les filiales et dans les métiers. Chez vous, Géraldine? Alors nous, c'est un peu moins centralisé par moment. Donc, il y a eu beaucoup de formations, de réunions, de diffusion de documents, mais beaucoup de réunions et d'échanges en direct avec les banquiers et les banquiers référents pour mettre à jour un peu tous ces éléments au fur et à mesure des évolutions qui s'imposent à nous. Nicolas, HSBC.
Alors chez nous, il y a une approche qui est également, je vais reprendre le terme jacobine, mais à l'anglo-saxonne. Donc c'est un peu le mix des deux mondes. On a donc une équipe ESG et durabilité internationale qui réfléchit, qui travaille ces problématiques. Et le thème de cette session d'échange, c'est l'alchimie. Ensuite, il y a une alchimie avec les marchés locaux, parce qu'il y a un peu ce mouvement aller-retour entre une réglementation locale européenne qui est très en avance, parfois plus en avance que les pays anglo-saxons sur ces problématiques. Et donc, entre ce qui a été réfléchi au niveau mondial et puis ce qu'on applique en local, il y a souvent une adaptation. Et donc, pour nous, c'est intéressant parce qu'on est aussi un terrain d'expérimentation positive pour les autres booking centers, pour les autres bureaux, pour montrer comment on met en place un peu ce lien entre le questionnaire MiFID et puis l'offre d'investissement. Claire, chez Société Générale. On a fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'on avait effectivement du central, mais on a aussi fait un peu de bottom-up. Dans le central, on a un temps fort, nous, qu'on anime beaucoup. Je vois, avec Anna, c'est la semaine de la finance responsable en interne. Et donc là, on en profite pour diffuser les bons messages et donc faire de la formation, de l'information. Et puis, on a eu des clients, des banquiers qui nous exprimaient le besoin d'avoir beaucoup plus de narratifs et d'argumentaires et d'éléments de langage. Et donc, c'est venu d'eux et on a travaillé ensemble avec eux. Et donc, voilà, on a eu vraiment ces deux approches, top-down et bottom-up. Et puis, vous êtes allé peut-être un peu plus loin encore, puisque vous accompagnez certains banquiers privés sur le terrain. Alors oui, il m'est arrivé de faire des... déjà, j'aime beaucoup les clients, donc j'aime bien les rencontrer quand je suis à Lyon, parce que souvent je suis dans les bureaux de Lyon, et donc je vole au secours de banquiers qui me disent « Ah là, mais Claire vient nous aider à remplir le questionnaire MIF ». Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Déjà, on observe que c'est pas simple du tout. Hein. Donc on a beau être toute la journée dedans, quand on se trouve face à un client, il faut prendre du temps. Et on a de la chance à la banque privée, c'est que le temps, on l'a. Donc ça, il faut se le dire, il faut se le redire, il faut en être convaincu. Je pense que ce métier qui est merveilleux, où on est vraiment le tiers de confiance de nos clients, il faut lui demander de nous laisser le temps de lui expliquer, le temps de la pédagogie. Alors on a passé 1 heure à remplir son questionnaire. Voilà. C'est pas toujours facile d'avoir ce temps-là. Mais quand on l'a, on peut le prendre. Moi, j'en ai de moins en moins. Je vais aborder avec vous, Nicolas, les multiples enjeux de l'offre, puisqu'effectivement, il y a ce dialogue qui est clé, mais qui est déceptif bien souvent, parce que les premières expériences ont effectivement montré que l'offre n'était pas au rendez-vous. C'est une grosse source de frustration de vos clients, je crois. Oui, alors souvent, grosse source de frustration tout court. Hein. C'est vrai que par rapport à un questionnaire et ensuite expliquer qu'il n'y a pas forcément à la fois l'analyse et puis la palette produit pour répondre à tous les objectifs est quelque chose qui est un peu difficile. Alors maintenant, si on prend un côté un peu plus dynamique, on se dit notamment vis-à-vis de l'offre, par rapport à là où on était quand on a commencé ensemble, hein, ce cercle Robeco, aujourd'hui, il y a des solutions sur des classes d'actifs qui n'étaient pas présentes quand on a commencé à échanger ensemble sur ces problématiques. Hein. Je pense par exemple au private equity, où il y a de plus en plus de fonds. Hein. Il y avait une statistique publiée dans la GFI cette semaine qui montrait que une grande majorité des acteurs se mettaient en mouvement sur ces problématiques. Donc il y a une plus grande pluralité aujourd'hui, mais malgré tout, il y a encore une difficulté pour un client qui déciderait d'avoir cette approche. Alors, pour reprendre un peu ton exemple, Claire, vous avez vos 5% de clients qui sont très personnalisés, quelqu'un qui voudrait aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il va être capable de mettre en place une allocation d'actifs avec tous les building blocks? Pas forcément. Et dans ce cas-là, on doit se poser la question, et nous, on a des équipes quant avec l'équipe CIO, est-ce qu'il n'y a pas des profils d'allocation d'actifs qu'il faut réoptimiser en tenant compte des poids qui sont implémentables sur chacune des classes d'actifs? Donc c'est vraiment une problématique qui est très large, mais sur un sens plus positif. Je pense que par rapport à là où on était 3-4 ans, il y a une variété de fonds, de stratégies d'investissement, d'analyse de titres en direct qui n'étaient pas là. Et dans la présentation de Jean-François Bay, on voyait tout à fait cet essor sur l'ensemble de l'offre. Encore un bémol, peut-être sur la gestion alternative, sur les hedge funds, où là, même si certains supports commencent à avoir, même pour certains, de belles performances, il y a encore moins d'offres que ce qu'on voudrait.
Je crois que chez HSBC également, vous fondez beaucoup d'espoir sur les nouvelles technologies. En tout cas, vous utilisez des outils très sophistiqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors ça c'est vraiment, on se dit, on a beaucoup évoqué, hein, tous les quatre, la question de complexité. La réponse à cette complexité, de notre point de vue, c'est, alors encore un thème très à la mode, mais l'intelligence artificielle, le data analysis, la possibilité d'avoir la nécessité même, hein, d'avoir un data vendor qui permette finalement de comprendre la réalité d'un portefeuille à travers un prisme ESG. Pour nous, c'est incontournable. C'est-à-dire que compte tenu de la complexité du questionnaire et de tous les critères à prendre en compte en même temps, l'idée d'avoir recours à un logiciel et à une source de data pour faire cette analyse est cruciale. Alors chez nous, on a un partenariat avec BlackRock et un logiciel d'analyse qui s'appelle Aladdin Wealth, qui est utilisé plus du côté institutionnel, mais qu'on a customisé pour la clientèle privée. Donc on va l'utiliser comme porte d'entrée pour l'analyse des portefeuilles pour pouvoir répondre à ces questions. Et ensuite le challenge, et on revient à ce que tu évoquais, Claire, sur les questions de formation et d'éducation, c'est expliquer ce qui est quand même très très complexe, et si complexe qu'il faut qu'on fasse appel à un logiciel préconçu pour répondre à cette problématique. Quand on fait partie d'un grand groupe comme votre maison, on se rend compte finalement qu'il y a différents tropismes ESG qui peuvent être pris. Là aussi, peut-être juste en parcourant quelques thèmes qui émergent d'une place à l'autre et qui ont les faveurs de certains investisseurs. Oui, alors si on reprend un peu les trois lettres, hein, que Jean-François Bay de Cantalis avait évoqué, le S et G, je pense que sur le E, on est bien équipé, hein, il y a beaucoup de solutions en faveur de l'environnement, de lutte contre le changement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est l'émergence de nouvelles solutions du côté S et G. Quand on avait préparé un peu cette table ronde, on avait évoqué l'aspect du monde anglo-saxon et notamment les États-Unis, en évoquant ces problématiques avec nos collègues américains. Il y a beaucoup plus d'ambition du côté social, il y a plus de créativité, j'ai envie de dire, en termes de fonds qui peuvent être fondés sur des questions de diversité, de gender parity, qui sont des approches qu'on voit moins en Europe, qui restent très sur tout ce qui est environnemental. Et puis, ce qu'on voit également, c'est sur la partie G, gouvernance, ça reste malgré tout quelque chose de très important. On évoquait ce matin, juste avant cette réunion, les accidents qu'il y a pu avoir sur certains titres en direct. Et là, on voit que avoir un bon filtre de gouvernance est clé pour éviter ces scénarios de left tail où soudainement on a la destruction de valeur. Donc les trois lettres sont importantes. On parle beaucoup du E, on parle moins du S et du G. Et c'est probablement le prochain chapitre, hein, pour tout ce qui est ESG. Les prochains challenges. Géraldine, vous avez d'autres challenges. Votre business model, il est par définition différent de celui d'HSBC. Quels sont ces challenges concernant l'offre? Oui, c'est vrai que nous, avec l'approche par mandat et un certain niveau de personnalisation, c'est vrai que déjà, on a eu un gros sujet de diffusion de toute cette information dans l'organisation. Donc, c'est-à-dire beaucoup de développement IT, beaucoup d'évolution de nos contrats de données pour permettre d'accéder à cette information, que ce soit sur les titres vifs, sur les fonds, pour pouvoir adapter cette offre. Alors après, moi, oui, on a une meilleure qualité de l'information, on a des classes d'actifs qui sont un peu mieux couvertes, mais c'est vrai que sur certaines composantes clés de MIF, hein, dans l'adéquation, on a encore que ce soit sur les niveaux de taxonomie, les niveaux de sustainable investment, on a encore des niveaux assez faibles, hein, sur un éventail de fonds, notamment, ce qui rend difficile, hein, de temps en temps ces adéquations. Donc, il y a une montée, une amélioration des taux de couverture et de l'accès à l'information, mais c'est vrai que, on l'a déjà dit plusieurs fois ce matin, CSRD, la révision des CFDR et la tendance à la revue et l'amélioration des critères des articles 8 va certainement nous aider à pouvoir mieux répondre. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, l'un des gros challenges a été toute cette diffusion d'informations et un niveau d'information différent sur les supports qui sont transmis et qui sont proposés. Alors Gilles, finalement, il faut une boussole pour rester la tête haute et
le bon niveau de distance par rapport à cette réglementation foisonnante et en mutation? Oui, tout à fait. Alors, cette boussole, c'est quand même la réglementation, hein, et dans la définition de l'offre, nous, notre objectif à terme, c'est bien sûr d'avoir toutes classes d'actifs confondues, et ça, c'est un vrai challenge. Une offre qui permette de répondre à toutes les préférences que les clients peuvent exprimer, fussent-elles très, très pointues. Mais ça n'empêche pas de garder en tête d'autres critères, et je veux simplement citer deux qui sont importants pour moi. Le premier, c'est d'avoir des partenaires et des producteurs crédibles, parce que on connaît tous le risque de greenwashing, et je pense qu'on doit à nos clients de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que les producteurs nous disent, mais de réaliser une due diligence un peu minimum pour vérifier qu'ils ont des process robustes. Et le deuxième critère important à mes yeux, c'est que dès la conception, l'offre, les produits et des critères qui permettent facilement de voir si les promesses sont tenues et qu'elles soient communicables aisément à nos clients. Dans vos process justement de conception et mise en marché de l'offre, est-ce que vous êtes amené à consulter le régulateur à tour de rôle, si tant est que vous ayez effectivement... Alors moi, ce que je note, c'est que le régulateur a de plus en plus tendance à s'autosaisir et que... Donc c'est pas vous qui consultez, c'est le régulateur qui s'impose et met son nez dans... On doit toujours le consulter dans certaines offres, hein, c'est obligatoire et donc on le fait, mais on voit qu'il dépasse ses prérogatives de plus en plus sur ces aspects des ESG. On l'a consulté pour la mise en place de cette approche générique, donc oui, on le consulte. Et je suis tout à fait d'accord. Et oui, il se consulte et s'auto-consulte lui-même. Notamment, vous avez dû voir sur les produits qui ne sont pas sujets à SFDR, mais qui sont sujets à MiFID, comme les titres en direct ou les produits structurés, avec d'ailleurs des propositions qui vont être compliquées. Donc, on attend la fin. Claire, pour vous, c'est aussi d'ailleurs l'opportunité d'établir, de renforcer ce dialogue entre les producteurs et distributeurs, si je rebondis sur ce qu'évoquait Gilles. On avait nos experts produits hein, dans l'offre. On a eu d'abord une formation de tous ces experts produits sur tous les critères. Ils se sont super bien saisis en fait de tous ces sujets-là. Ce qui fait que maintenant, il y a des échanges entre effectivement les maisons de gestion, les producteurs. Je pense notamment à un exemple en private equity où on avait un fonds d'un asset manager qui n'avait pas un des PAI qui semblait quand même assez logique. C'était celui du Global Compact. Et on se demandait, mais pourquoi il n'arrive pas à faire le Global Compact alors que toute sa gamme le faisait? Donc voilà, on a des échanges et effectivement, ils l'ont remis et c'était quelque chose qu'on a pu corriger avec eux. Donc oui, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que nous disent les producteurs, mais en même temps, on peut leur dire aussi ce qu'attendent nos clients. Donc il va y avoir, je pense, un équilibrage entre voilà, les rapports de force entre distributeurs et producteurs. Par rapport à ce point-là, je ne sais pas si Nicolas ou Géraldine voulaient rebondir. Non, sur le régulateur, nous, on n'a pas eu de point direct à notre initiative, mais c'est vrai qu'on a toute une équipe, risque et compliance, qui suit ces problématiques de très près, donc on suit un peu le mouvement. Et puis un autre point, le fait de participer à ce cercle Robeco nous a aidé aussi à débroussailler tout ce chantier, à avoir des informations qui nous ont aidés collectivement à avancer sur ce sujet. Oui, je pense que Robeco, en tant que fournisseur de solutions, avait un input tout au long de nos travaux cette année. Peut-être en conclusion, puisqu'on s'est bien rendu compte, et Jean-François Bay nous l'a montré également dans son intervention, le changement de paradigme des marchés financiers s'est invité également au milieu de ce débat par rapport à l'offre et son adéquation au regard des exigences réglementaires, puisque
Vos clients eux-mêmes ont dit on aimerait bien, nous, de la perf financière, tant mieux si on fait du bien pour la planète, mais on aime bien la perf financière. Et expliquez-nous comment, en 2022, effectivement, ce sont les secteurs exclus par certaines maisons de leur univers d'investissement qui ont le mieux performé. Par rapport à ce retour en force d'une vision d'un tropisme court-termisme par rapport à... Vous l'évoquiez tout à l'heure, la pression du greenwashing. Finalement, est-ce qu'on peut véritablement, comme l'a été dans sa conclusion Jean-François, rester optimiste et engagé sur ce long chemin qui mène vers un monde durable à tour de rôle? Gilles, vous êtes optimiste? À long terme, oui. À long terme. Très Est-ce que vous avez votre boussole? J'espère qu'elle est bien aimantée. Non, on est résolument optimiste sur le long terme, bien sûr. Après, ce que vous dites est très vrai. Hein, à l'heure actuelle, c'est très difficile d'expliquer ce long terme versus les performances qu'on voit sur ces produits ESG. Il faut rester optimiste. Après, peut-être qu'on rentre aussi dans une phase de maturité où c'est vrai que sur les sujets ESG, on les prend en compte en parallèle d'un contexte géopolitique, d'autres éléments. Et donc, il faut qu'on garde notre boussole, notre rigueur, notre exigence dans l'analyse et qu'on conjugue avec ces éléments, mais à long terme positif. Il m'a semblé qu'au cours de nos échanges qui ont ponctué toute l'année, peu à peu, il y a un terme qui s'est imposé à vous, qui est finalement la transition. Nicolas, optimiste dans cette période de transition? Tout à fait optimiste, mais c'est une année qui est quand même un peu, j'ai envie de dire, le baptême du feu. Ces dernières années, on s'était habitué à avoir de très belles performances ESG, et donc on pouvait finalement orienter l'épargne vers des projets qui faisaient sens et avoir de la performance. Cette année, c'est moins le cas. Alors, est-ce que c'est un accident de parcours ou est-ce que c'est le début d'une période plus compliquée? Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais nous, notre conviction, et on a un peu évoqué avant, hein, la problématique de gouvernance et avoir à investir sur des entreprises, des projets qui ont une bonne gouvernance, ça semble quelque chose de fondamental. Les solutions liées à l'environnement et puis aux avancées sociales également. Donc, il faut rester optimiste, il faut continuer à creuser ces solutions, mais il va y avoir probablement une discrimination, un bilan entre des approches qui ont moins bien fonctionné et qui plairont moins aux clients. Je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie interrogation sur ce qu'on peut appeler un peu le light green, où le client se dit à l'arrivée j'ai peu d'impact et puis j'ai une performance légèrement inférieure au marché. Quel est le sens finalement d'investir sur ces solutions? Et donc peut-être qu'on va avoir un univers plus barbell, avec des solutions plus ça impacte, plus aller vers le article 9 et un marché qui sera un peu dual comme ça. Oui, je te rejoins. Moi, je ne suis pas très optimiste à court terme en réalité. Je pense qu'il va y avoir effectivement une tension interne chez nous, des réflexions sur nos offres. Le label ISR va sans doute remettre en question des choses. On est tous quand même intéressés par le rendement, n'est-ce pas? Pas seulement les clients, mais aussi nous. Donc, je ne vois pas pourquoi les clients chercheraient plus de rendement que nous, on essaiera d'avoir plus de PNB. On est tous pareils. Donc, à court terme, ça va, je pense, un peu tanguer. Par contre, à long terme, je suis très optimiste parce qu'on sait deux choses. Déjà, on est sur un marché en croissance, le marché de la banque privée. Et deuxièmement, on va assister à la plus grosse transmission ever de fortune entre les générations. Et on sait que les générations qui arrivent, elle n'a pas tout à fait les mêmes ambitions que la génération qu'elle quitte. Et pas tout à fait les mêmes appétences. Je vous remercie infiniment. Nous avons tenu le temps. C'était un vrai challenge et je vous en sais gré. J'espère qu'effectivement, vous avez eu un certain nombre de réponses à vos questions à travers ces témoignages. On attend, désolé, vu le timing, s'il nous reste un peu de temps à l'issue de la prochaine table ronde, on reviendra vers vous si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup et j'invite le prochain tour de table à me rejoindre.
Didier Simondet, vous qui avez l'habitude d'intervenir régulièrement aux événements que je conçois et organise, je pense que c'est la première fois de votre vie que vous êtes en minorité de genre à une table ronde. À votre gauche, Keïssa Vaudrin, Natixis Wealth Management. À votre droite, Olfa Malège, la banque Neuflis OBC. On vient d'aborder effectivement donc cette heureuse, alors est-ce qu'elle est si heureuse que ça, en tout cas cette alchimie compliquée à trouver entre une offre et un réglementaire. On voit bien qu'effectivement il y a un arbitrage à faire entre et on peut se demander aussi quelle est l'heureuse alchimie entre un devoir de performance et de sens pour la banque privée et pas uniquement dans le cadre de sa proposition de valeur. Je voulais juste, avant de donner la parole aux membres du cercle Robeco, refaire un petit flashback effectivement en novembre 2019. C'était donc au moment où nous avons lancé avec Robeco ce cercle Robeco pour une banque privée durable. Le constat a été consensuel, sans appel. La banque privée brillait vraiment par son absence dans les débats de place, qu'on évoque les enjeux RSE et ou les enjeux ISR. 2 ans après, en septembre 2021, certains d'entre vous étaient présents d'ailleurs, nous avons fait un premier événement où on s'est rendu compte finalement qu'il y avait beaucoup de bruit autour de la réglementation, que c'était un facteur exogène particulièrement important et que malheureusement, finalement, la politique RSE des banques privées était encore trop souvent réductible à leurs offres et à leur rôle de tiers de confiance vis-à-vis de leurs clients. Il s'avère qu'un des objectifs, en tout cas que je m'étais personnellement assigné en animant ce cercle Robeco depuis son origine, c'était d'amener les membres à réfléchir pas uniquement dans leur rôle respectif de tiers de confiance vis-à-vis de clients auxquels ils proposaient des solutions d'investissement, de financement, de conseil conformes avec la réglementation, mais c'était bien de leur rappeler aussi qu'en tant que banque privée, en tant que corporate, chacune de ces maisons avait une responsabilité sociétale comme n'importe quelle entreprise de n'importe quel secteur d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, 2 ans après ce premier événement du cercle, donc on est en novembre 2023, on se rend compte que le tableau, justement, est beaucoup plus contrasté, les positions beaucoup plus nuancées. On a commencé à voir certaines maisons qui produisaient leur rapport RSE. Et finalement, on a d'un côté l'impression que la RSE est devenue stratégique pour la profession. Et puis, on a l'impression que vous êtes aussi rattrapés, on vient de l'évoquer avec les conférenciers de la première table ronde, finalement, que l'enjeu du rendement et ce que Philippe Zaouati rappelait dans une de ses conférences il y a 15 jours, c'est un peu un enjeu et c'est un peu un mur infranchissable. Alors, quel est ce devoir de performance et de sens pour la banque privée dont on rappelle finalement qu'on oriente toujours les débats et les intérêts sur une partie prenante qui est le client, et c'est bien normal, hein, les clients first, on est en tant que prestataire de services tous motivés par ce client first, mais la question finalement c'est de voir si elle s'est ouverte aussi aux autres parties prenantes, et on sait que les parties prenantes c'est souvent l'angle mort de la banque privée. Il y a à ce jour extrêmement peu d'analyses de double matérialité qui ont été élaborées dans vos maisons. Et donc, effectivement, on peut s'interroger sur la responsabilité de la banque privée vis-à-vis de ces différentes parties prenantes, à commencer vis-à-vis de ses collaborateurs. Alors, première question que j'adresse à Keïssa, Didier et Olfa, finalement, c'est de se dire, est-ce que la banque privée utilise le levier de la RSE comme un facilitateur d'instauration ou d'acceptation de ces nouveaux modes hybrides de travail et on sait que dans chacune de vos maisons, vous avez été prolifique pour développer des dispositifs de télétravail, de flex-office, de QVT, qualité de vie au travail, et j'en passe. Moi, j'ai plutôt eu envie, avec nos membres du cercle Robeco, d'adresser ce matin des sujets qui sont moins pris en compte dans vos maisons.
et qui effectivement sont extrêmement importants aux yeux d'un certain nombre de collaborateurs. Olfa, je vais commencer avec vous. Il y a un sujet qui... Je vais d'angle mort en angle mort, c'est un peu la boîte de Pandore que j'ai ouverte. L'inclusion et la diversité, c'est un thème, et Nicolas le disait précédemment, qui est finalement encore assez peu abordé, en tout cas sur notre marché domestique. Vous, en tant que filiale française d'une maison hollandaise, c'est un enjeu que vous avez assez rapidement intégré dans votre démarche RSE. Oui, tout à fait, Isabelle. Et je voudrais d'abord commencer par dire que la banque privée, en tant qu'entreprise, comme tu viens de l'évoquer, pour qu'on soit crédible vis-à-vis de nos clients, il faut qu'on ait le lead by example, il faut qu'on donne l'exemple, il faut quelque part que notre propre notation ESG soit très importante pour qu'on puisse être écouté et avoir de la crédibilité. Croire en sa promesse. Exactement. Donc ça, je suis d'accord avec toi que du coup, voilà, regarder ce qui se passe chez nous, c'est quand même quelque chose de très important, pas uniquement pour nous, mais aussi pour nos clients, d'où le lien entre les deux sujets, offre, produit, client, et notre propre situation en interne. Pour revenir au sujet de la diversité et inclusion, oui, évidemment, c'est un sujet qui est très important pour nous. Ce n'est pas un sujet récent. Si je commence par la diversité, c'est vrai qu'on a une situation un peu exceptionnelle. On avait un directoire de 5 personnes, il y a 3 femmes et 2 hommes. Et aujourd'hui, on a un comité de direction où il y a 4 femmes et 3 hommes. Ce n'est pas très courant, je pense, dans la profession et dans les banques de façon générale. À des étages plus bas dans les hiérarchies, on est comme tout le monde, on manque de femmes au middle management, donc je ne peux pas dire que tout est vraiment parfait partout. Et évidemment, au recrutement, on est pratiquement 50-50 hommes-femmes, comme la majorité d'ailleurs des banques. En termes de, on va dire, de diversité plus sociale, ethnique, on a travaillé depuis plusieurs années avec des cabinets de recrutement spécialisés pour, en effet, diversifier les profils, parce que c'est vrai que voilà, la banque privée est encore un monde où les profils sont peu diversifiés au sein des équipes. Et tu parlais d'inclusion et le sujet de l'handicap pour nous est un sujet également qui a été traité depuis le début. Et il se trouve que là, on est justement dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous avons souhaité nous associer avec DUOD et nous accueillons au sein de la banque des personnes en situation de handicap pour passer une journée ou plus à la banque pour découvrir tout l'environnement de travail. Et enfin, je citerai également le fait qu'on a créé des campagnes de sensibilisation en interne, parce que ça passe beaucoup par la connaissance et la sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des handicaps qui ne sont pas visibles, et du coup, on a créé des supports de sensibilisation en interne sous forme de petites vidéos, des choses très ludiques, mais qui aident beaucoup les collaborateurs à cette prise de conscience et à mieux être sensibilisés au sujet. Voilà, donc je ne vais pas lister toutes les actions, mais c'est pour dire oui, ce sont des sujets importants, ce sont des sujets qu'on a pris et qu'on continue à prendre aujourd'hui parce que ça va aussi de notre propre stratégie et notre propre crédibilité. Kaysa, l'engagement des collaborateurs est donc effectivement un enjeu prioritaire. Vous avez mis toute une série de moyens, ça passe par de la communication interne notamment, justement pour favoriser cet élan de mobilisation des collaborateurs. Tout à fait. Je rejoins Olfa sur ce devoir d'exemplarité. Et je rajouterai que je pense qu'on est tous convaincus au sein du cercle que notre performance, elle repose beaucoup sur le capital humain et nos collaborateurs. Donc nous, chez Natixis Wealth Management, on a vraiment œuvré sur 4 dimensions de la fusée. Le premier étage, assez simple et basique, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent bien considérés dans toute leur altérité. Et donc là, également, on a formé l'ensemble de nos managers depuis 2022 au leadership inclusif. On a également, au sein de Natixis, des communautés affinitaires, des associations internes qui permettent à nos collaborateurs d'échanger, de s'entraider, voire d'agir
Je vais vous en donner 2 exemples. WIN, c'est une communauté pour la promotion des femmes. All Equals, c'est une association qui permet à l'ensemble de nos collaborateurs LGBTQIA+, de se sentir tout à fait à l'aise en entreprise. Deuxième étage de la fusée, tu parlais de communication. Depuis 2 ans et demi, on a mis en place des nouveaux assets de communication interne, dont un qui est assez clé, c'est des live sessions qui sont menées par nos mandataires sociaux, qui vont de façon très transparente partager le cap, les résultats de l'entreprise, les événements clés. C'est aussi des sessions bottom-up qui permettent l'interaction des collaborateurs avec nos mandataires sociaux. Troisième étage de la fusée, c'est les écouter, nos collaborateurs. Donc là, on a mis en place un Net Promoter Score pour effectivement 2 fois par an, prendre le pouls de l'entreprise, identifier aussi les problèmes et les adresser. Et le dernier étage, et non des moindres, c'est leur donner le pouvoir d'agir. Donc, ce que ça comprend. D'abord, on a horizontalisé la structure. On a cassé certaines strates managériales pour permettre des circuits de décision très courts. Le deuxième levier, c'est effectivement ils ont la capacité de se mobiliser au sein de notre politique RSE auprès d'associations avec lesquelles on collabore. Et aujourd'hui, on a 20% de nos collaborateurs qui dédient du temps à des associations sur des missions qui sont bien intégrées dans notre politique RSE. Et le troisième pilier, c'est qu'ils ont le pouvoir d'agir par eux-mêmes. Donc là, on a mis en place une plateforme de financement participatif. L'entreprise alloue 15 € par collaborateur par mois et ils peuvent les allouer à des projets qui sont montés par des collaborateurs. Donc le spectre est très large. On parle d'œuvrer pour la préservation des abeilles à Bordeaux, jusqu'à des formations à l'hypnose pour gérer leur stress en entreprise. Didier, troisième levier de la politique RH en banque privée, la formation est clé, on l'a vu déjà précédemment. On sait que la fresque du climat est devenue virale aussi en banque privée. Je vous invite plutôt à nous parler d'un module de 2 jours que vous avez spécifiquement élaboré sur ces enjeux RSE. Oui, en fait, on est parti du même constat que celui qu'a fait Gilles tout à l'heure, à savoir que le double enjeu de l'ESG en banque privée, et pas qu'en banque privée d'ailleurs, c'était d'une part cette dualité entre complexité et pédagogie, et d'autre part le dialogue entre les banquiers privés et leurs clients. Partant de ce constat-là, on a donc monté une formation en interne avec l'aide de beaucoup d'expertise, de 4 demi-journées, je préfère parler de 4 demi-journées plutôt que 2 jours, qui se divisent donc en 4 parties. Une première partie, une première demi-journée qui vise à planter le décor. C'est quoi l'ESG, c'est quoi la RSE, c'est quoi l'ISR, enfin toutes ces notions qui se télescopent et qui ne sont pas forcément claires dans l'esprit de tout le monde. C'est quoi l'extra-financier, c'est quoi, enfin, voilà, dans quel environnement, sans mauvais jeu de mots, on se situe. La deuxième demi-journée, elle, c'est peut-être la moins drôle des 4, c'est tous les aspects réglementaires, les textes. Donc cette enfilade de textes en partant des objectifs de développement durable jusqu'à la CSRD, enfin, etc., en passant par SFDR, la taxonomie, enfin bon bref. Là aussi, essayer de mettre un petit peu d'ordre dans l'esprit de chacun sur ce contexte et cet environnement réglementaire. La troisième demi-journée est plutôt tournée vers l'offre. C'est quoi une offre ESG chez nous, mais aussi d'une manière générale sur l'ensemble de la place. Et puis la quatrième demi-journée, c'est les éléments de langage. C'est comment je dialogue avec mon client autour de ces notions-là, et donc avec des jeux de rôle sur le client totalement hostile, celui qui au contraire nous accuse de greenwashing, celui qui trouve qu'on n'est pas assez engagé, enfin bref, essayer de trouver toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver et donner des éléments de langage aux différents banquiers privés pour leur permettre de se mouvoir dans cette conversation.
Merci. On passe à un second thème, second enjeu, c'est l'engagement solidaire. On s'est tous rendu compte qu'il se développait de façon exponentielle. Et finalement, on ne peut pas s'empêcher, quand on est observateur, de s'interroger sur la nature même de ce levier. Est-ce que c'est un levier de mobilisation, de motivation des collaborateurs? Est-ce que c'est un levier de communication et avec le risque d'encourir des accusations de greenwashing? On avait, il y a 2 ans, justement, travaillé sur cette démarche d'engagement solidaire, et Kajsa en a évoqué, en a dit un mot dans son exposé. Olfaï, chez Neuflis OBC, les différents dispositifs qui ont été mis en place, ils répondent à quel objectif, finalement? Vraiment avoir un rôle d'impact sociétal. Et ce faisant, Neuflis OBC joue un rôle et participe à cette accélération de progrès social, ou est-ce que finalement ça fait partie, comme Kajsa l'évoquait, des marqueurs d'une politique RH qui doit permettre de motiver, de mobiliser les ressources? Chez nous, c'est très clair, ça va beaucoup plus loin qu'une simple politique RH, une stratégie RH. Très tôt, depuis 2018, le groupe ABN AMRO s'est fixé 3 objectifs en matière de sustainability. Le premier, c'est l'impact environnemental. On a beaucoup travaillé justement sur la lutte contre le dérèglement climatique et pour la biodiversité. Le deuxième, c'est l'impact sociétal. Et le troisième, c'est l'économie circulaire. Ça a été également évoqué. Donc, ce sont 3 axes qui ont été déterminés dès le début. Et chaque année, on définit un nouveau plan d'action pour travailler sur ces axes-là. Donc, ça, vraiment, c'est beaucoup plus global qu'une simple politique RH. Du coup, comme je disais, donc, tous les ans, on définit un plan d'action en matière d'impact sociétal. Et chez Neuflis OBC, du coup, ça se traduit par des actions locales. Chaque entité, chaque département définit ses propres actions. Et c'est vrai, pour nous, ça passe par plusieurs leviers. Le premier, c'est notre fonds de dotation et la fondation Neuflis OBC. Donc, c'est vrai que chaque année, on va choisir des bénéficiaires ou des associations qu'on va décider de soutenir. Je peux citer des exemples récents. Ça peut être dans le domaine du médical. On a été partenaire de la Fondation pour la recherche médicale et notamment pour le programme de la recherche contre la maladie Alzheimer. Aussi, un autre projet très important pour nous, c'était avec les apprentis d'Auteuil, Scolavigne. On a participé donc à ce programme pour permettre à des jeunes de s'insérer dans la vie active à travers des métiers qui sont à la fois écologiques et pérennes. Ça, c'est vraiment une action qui nous tient à cœur parce qu'on soutient des promotions tous les ans. En plus donc, de ces actions-là, ça a été mentionné un peu par Kajsa, c'est l'engagement de nos collaborateurs. On a un peu des programmes similaires avec un programme qu'on appelle Charity Hours. Chaque collaborateur peut donner 35 ans de son temps de travail par an en faveur d'associations qui sont référencées dans une plateforme digitale en interne, et les collaborateurs choisissent souvent l'impact social ou sociétal, notamment pour distribuer des repas, aider des jeunes en difficulté, ce type d'action. Et enfin, je citerai aussi, par le biais des partenariats qu'on peut avoir avec aussi des organisations ou des associations externes, on a beaucoup milité et travaillé en faveur de l'entrepreneuriat féminin, notamment à travers 2 initiatives, Créatrices d'avenir par Initiative Île-de-France, pour accompagner et récompenser les femmes qui s'engagent dans des projets, et l'impact, pareil, pour l'entrepreneuriat féminin et pour aussi encourager les jeunes filles pour aller dans les filières scientifiques. Donc voilà un peu, juste vraiment quelques exemples d'actions avec un impact sociétal fort et qui sont en lien direct avec notre stratégie. Et je laisse de côté, évidemment, dans l'offre pour nos clients,
On a beaucoup parlé d'impact tout à l'heure environnemental et on a dit qu'on a du mal à trouver aujourd'hui des produits avec un impact sociétal. C'est aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et on a réussi à identifier quelques ODD comme la lutte contre la pauvreté ou comme l'éducation qui sont intégrés dans nos produits également. Vous adressez tous en banque privée le segment des jeunes entrepreneurs. On sait que très souvent et de plus en plus, on associe justement ces jeunes entrepreneurs à la philanthropie. Keysa, vous pensez, vous, que justement cet engagement que prend de façon progressive les jeunes créateurs d'entreprises sont un signal fort quant à l'évolution finalement de la société dans son rapport à l'argent, vous qui avez mené, qui venez de sortir une campagne dans les médias témoignant de la posture moderne de Natixis Wealth Management. Je crois que vous avez pas mal travaillé sur ce rapport à l'argent et son évolution, notamment dans la manière dont il est appréhendé par vos clients. Tout à fait. Donc réponse tout à fait positive. Ces nouveaux clients, évidemment, alimentent un rapport à l'argent tout à fait contemporain. Plus largement, investir une politique RSE, c'est donner une voix citoyenne à l'entreprise, adressée à différentes parties prenantes. Donc, nos clients, nos prospects, nos collaborateurs, nos partenaires et la société en général. Et pour que cette politique d'engagement, elle trouve son public, elle trouve une crédibilité, il faut qu'elle soit, à notre sens, intimement liée et cohérente avec notre mission de banque, et en particulier mission de banque à destination d'une clientèle fortunée. Et en assumant, voire en revendiquant notre rôle indispensable d'acteur de la cité. Et ça, c'est vraiment un point clé. Et effectivement, c'est totalement affiché dans notre campagne de communication qui est actuellement en cours. On affiche le fait que notre mission, en tant qu'acteur de la cité, c'est d'accompagner nos clients à maximiser l'écho qu'ils souhaitent donner à leur argent, et quel que soit cet écho. Parce que l'argent, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Donc ça, c'est ce qui est inscrit. Et à dessein, on emploie le mot argent. Et ce statement fort, quelque part, il est rendu plus audible par une politique RSE en miroir très matérielle. Ça nous permet de crédibiliser notre action parce que nous rendons compte et nous sommes un acteur qui nous engageons aux côtés de nos clients. Et quand je parlais de fusée de l'engagement collaborateur, c'est peut-être le 5e étage final de la fusée, c'est d'arriver à éveiller ce sentiment de fierté de nos collaborateurs, de travailler en tant que banquier et d'avoir un rôle vraiment indispensable et un rapport aussi à l'argent tout à fait décomplexé via ce sens d'utilité sociale, sociétale qu'on confère à notre métier. Donc oui, ce rapport à l'argent évolue. Et oui, on a tout à fait intérêt à évoluer également en tant que banque privée. Vous avez évoqué le mot fierté. Didier, je crois qu'on peut avec vous effectivement évoquer ce levier de fierté pour vos collaborateurs, qui est finalement cet engagement solidaire qui participe au partage de la valeur et qui, dans votre groupe, a été très loin, en tout cas beaucoup plus loin que bon nombre d'autres groupes bancaires et financiers, avec la création du dividende sociétal, sachant qu'il faut peut-être rappeler aussi la qualité d'entreprise à mission de votre maison. Oui, alors donc CIC Banque Privée appartient, comme chacun le sait, à un groupe qui s'appelle le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est un groupe mutualiste, donc non coté, et qui de ce fait n'a pas de dividende à verser à des actionnaires. Donc les résultats encaissés chaque année viennent accroître les fonds propres du groupe, et donc chaque année les fonds propres augmentent, d'autant que le résultat, je dirais, des résultats de l'année.
Et donc, il a été, je dirais, dans la même idée que ce que Kessa vient d'évoquer, mais de façon un tout petit peu différente. Il a été mis en place cette notion de dividende, enfin c'est plus qu'une notion d'ailleurs, cette opération de dividende sociétal qui consiste en fait à créer un dividende à partir des résultats de l'année. Ce dividende est équivalent à 15% des résultats, donc soit à peu près une enveloppe de 500, un petit peu plus de 500 millions d'euros pour des résultats compris entre 3,5 milliards et 4 milliards. 500 millions d'euros chaque année qui sont donc destinés à alimenter, on va dire, 3 poches qui ont une vocation de donner une matérialité à la RSE. Ces 3 poches sont pour 50% de la somme, soit un petit peu plus de 250 millions d'euros, en tout cas pour 2023, un abondement à un fonds créé ad hoc qui s'appelle le fonds Révolution environnementale et solidaire, qui est un fonds d'investissement qui n'a pas vocation à faire des TRI absolument fantastiques, mais qui a vocation à ne pas perdre d'argent en tout cas, et qui investit dans des projets de transition écologique et solidaire. Ça peut être aussi bien d'ailleurs des investissements matériels dans des forêts, par exemple, ou dans des entreprises ou des projets d'infrastructures durables, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est pour 50% de la somme. Pour 35% de la somme, c'est le soutien à des mesures de soutien justement à une clientèle fragilisée, soit structurellement, soit conjoncturellement, par les catastrophes naturelles, par le Covid, etc., qui vient à soutenir de façon, au-delà du mécanisme purement assurantiel, qui vient à soutenir cette clientèle-là. Et puis pour les 15% restants, c'est des dons à un certain nombre d'associations qui elles-mêmes sont particulièrement impliquées. Il y a eu dans la presse, je dirais, un don exceptionnel de 10 millions d'euros au Resto du Cœur, par exemple. Bon, bref. Et c'est vrai que les collaborateurs ont particulièrement adhéré à ce projet, en font et de façon tout à fait naturelle, en font un instrument de communication eux-mêmes vis-à-vis de leurs clients, à telle enseigne que j'ai été moi-même le premier surpris en voyant dès quelques semaines après l'instauration de ce dispositif des communications de banquiers privés à clients, des courriers, des propositions commerciales qui faisaient état de ce dispositif-là, comme si c'était presque un avantage concurrentiel. Donc c'est ce qui montre l'adhésion en tout cas des collaborateurs à ce projet. Et donc finalement, il y a un alignement assez naturel ou facile de votre propre communication et posture en tant que banque privée, alignement avec finalement la politique RSE et la communication du groupe. Complètement, enfin, c'est-à-dire qu'on est complètement aligné là-dessus, c'est-à-dire que vous avez parlé du statut d'entreprise à mission, la raison d'être, enfin tout ça est complètement décliné au niveau de la banque privée, et je dirais le dividende sociétal dont je viens de parler est décliné lui-même au travers de la banque privée pour des projets, c'est-à-dire qu'on prend une petite partie et qu'on affecte à nos propres projets, et des projets qui sont d'ailleurs élus par nos collaborateurs. On appelle ça les lauréats du cœur. Jolie formule. Je vois leur tourner. Juste peut-être une question à vous, Olfa. Comment est-ce que finalement, quand on est dans une banque privée filiale française d'un groupe étranger, comment est-ce qu'on lutte contre le risque de greenwashing, de social washing? Est-ce que finalement vous êtes particulièrement sensible au risque de réputation, au risque d'image et finalement quelles sont les armes dont vous disposez pour vous inscrire là aussi peut-être dans une politique groupe? D'abord, moi je voudrais dire, Isabelle, qu'en tant que filiale d'un groupe hollandais, je pense qu'on a beaucoup appris de l'expérience hollandaise. Ils étaient largement en avance par rapport à nous. Et comme je le disais, ils ont commencé très vite, très tôt, dès 2018, d'intégrer la RSE dans la stratégie et dans le business model de l'entreprise. Ça rend tout d'un coup la RSE quelque chose de beaucoup plus fort. Et ce n'est pas la RSE et le reste, c'est la RSE au sein du reste. Donc ça, c'est déjà important. En termes de lutte contre le greenwashing, oui, c'est quelque chose d'extrêmement regardé chez nous. Et ça, évidemment, en plus de la crédibilité, l'exemplarité dont on a parlé, on a en interne recensé le risque de greenwashing comme un risque
existants, nouveaux. Donc, vous avez tous du risque opérationnel, du risque de crédit. Et ben, nous, on a identifié le risque de greenwashing comme une nouvelle famille de risques. Et donc, on a une deuxième ligne qui regarde ce qu'on fait et qui observe de très près ce qu'on fait. Et la deuxième mesure qui a été prise, c'est avoir des KPI en matière de sustainability, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'avoir des paroles et communiquer et faire du marketing sans que notre stratégie réelle soit accompagnée d'indicateurs qui sont mesurables et mesurés tous les ans pour montrer qu'on a une cohérence entre les actes et les paroles. Dernière question à chacun d'entre vous pour conclure, un peu finalement la même que celle posée aux autres membres du Cercle Robeco. Est-ce que finalement vous êtes plutôt optimiste? Est-ce que vous avez le sentiment d'une régression ou d'une progression? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la banque privée et de la RSE inhérente à la banque privée? Je pense que nos avis vont converger avec nos collègues de la table ronde précédente. Le parcours semé d'embûches, ils nous l'ont bien décrit. Et effectivement, on est dans un contexte qui n'est pas du tout aisé pour nous en tant qu'acteurs banque privée. En revanche, on peut avoir clairement de l'espoir. On parlait de l'avenir. Je pense que c'est un enjeu crucial demain de conquête vis-à-vis de cibles qui sont beaucoup plus alertes à ces questions-là. C'est aussi un énorme enjeu d'attractivité de marque employeur. Je pense qu'on est vraiment dans un marché qui est en train de se reconfigurer et qu'on a tout intérêt à continuer notre investissement plein et entier sur la question. Didier, même question. Même avis, c'est-à-dire que l'optimisme peut être battu en brèche à court terme, à la fois compte tenu des performances affichées ces 2 dernières années par l'industrie financière dite ESG, mais aussi par des tas de controverses, mais aussi par des tas de débats autour des textes, autour des obligations, autour des réglementaires, le greenwashing, etc. etc. Il n'empêche que c'est une tendance de fond, qui est une lame de fond, c'est même pas une tendance de fond, c'est une lame de fond qui de toute façon emportera tout sur son passage. Ça mettra peut-être encore quelques années, peut-être qu'il y aura encore des tas de débats, mais l'existence même de réunions comme celle de ce matin montre bien qu'il y a quand même un sujet, et qu'il n'est pas qu'un sujet de mode, c'est un sujet qui est aujourd'hui bien installé. Ni un sujet réglementaire uniquement. Ni un sujet réglementaire, et surtout pas d'ailleurs un sujet réglementaire. Même si, et je trouve que, on parlait tout à l'heure dans la première table ronde du régulateur, je suis un peu inquiet par la tournure que prennent, j'allais dire, les enquêteurs en tout cas du régulateur, qui visent justement à chasser davantage le greenwashing qu'à chasser les mauvaises pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on retourne le sujet et à pointer du doigt uniquement le greenwashing, et en laissant, je dirais, ceux qui se foutent complètement du sujet faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est un petit danger. On a été audité par l'AMF au printemps, uniquement sur la documentation commerciale et le contenu supposé de greenwashing de cette documentation commerciale. C'est voilà, il faudrait pas que ça devienne faire un enjeu de communication uniquement. Voilà, il faudrait pas que ça devienne une mode, quoi. Alpha, pour conclure. Oui, en fait, moi je pense, pour conclure, qu'on est encore dans un monde très mouvant, une moving target. On est loin d'avoir abouti à nos objectifs, à nos finalités pour l'instant. Le travail d'éducation et de pédagogie que la banque privée s'efforce de faire, ça a été mentionné par tous, va devoir continuer. Les clients privés, pour l'instant, ils ne sont pas encore matures. On a parlé de maturité. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup faire le parallèle entre le monde institutionnel et le monde des clients privés. On n'est pas là encore, hein, malgré tout le push qu'il y a côté offre, côté réglementaire, parce que c'est vrai que ça a aussi un impact. Malgré tout, ça peut jouer le rôle d'un accélérateur des fois. Donc, le client privé n'est pas encore mature sur ces sujets-là. Et moi, je vois 2 grandes tendances se dessiner. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, je vois qu'il y a des clients qui sont très convaincus
Alors, le pourcentage de 5% a été mentionné. Je pense que c'est un peu plus, ça dépend un petit peu des situations. Et eux, ils ont déjà bien compris, ils se sont forgés leur propre idée et il n'y a rien qui les arrêtera, ni une contre-performance, ni voilà, un scandale de greenwashing sur le... Je pense qu'ils sont vraiment, eux, c'est des gens qui ont des visions très, très arrêtées, très claires. Et avant, on avait un ventre mou qui était prêt à basculer dans un sens ou dans l'autre. Et malheureusement, avec la performance, ceux-là, ils sont allés dans l'autre sens et qui ont dit, bah, bof, le ESG, bah, j'ai pas vraiment de préférence pour l'instant. J'attends de voir. Donc, je dis ça pourquoi? Pour dire qu'on a encore du travail à faire et qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Évidemment, personne n'a envie de baisser les bras. Mais je suis pragmatique, je suis réaliste, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je pense qu'on va accompagner le mouvement et ce qui va se passer va déterminer beaucoup aussi les résultats dans un futur proche. Merci à tous les trois pour vos interventions. Karim, tu veux peut-être nous rejoindre pour le mot de la fin. Si vous êtes, puisque vous êtes tous restés, nous restons aussi si vous souhaitez qu'on prolonge les débats en répondant à certaines questions ou commentaires. On ne prend pas de questions, on n'aura pas le temps, je pense, hein, c'est ça. C'est après qu'on prend. Bon, on discutera ensemble. En tout cas, voilà, tout à fait. En tout cas, pour ma part, je tenais à vous remercier. Vous avez compris qu'accompagner le changement vers cette économie durable est un challenge qui nous concerne tous. Et j'espère que les débats d'aujourd'hui vous l'ont prouvé. En tout cas, moi, je crois aussi au sein de ce cercle Robeco à la force du collectif. Et c'est à travers ce collectif-là que nous avons constitué ce groupe et que nous avons voulu échanger avec vous ces différents débats de place, ces différentes réflexions que nous avons au sein du groupe et pouvoir avancer tous ensemble. Mais je crois que surtout, et c'est là où j'ai envie d'arriver au remerciement en mots de conclusion, parce que au titre de cette édition 2023, et au nom de Robeco, hein, je remercie chaleureusement Isabelle Guyot-Sionnet pour Dime Group pour avoir animé ces débats, les avoir enrichis et les avoir traduits tels que vous les avez aujourd'hui. Et également tous les parrains, puisque sans les parrains, on n'aurait pas pu arriver à ce résultat-là. Et alors quand je dis les parrains, mais c'est également aux équipes qui ont contribué, hein, parce qu'il n'y a pas que les parrains. Alors j'aimerais tous les citer, vous les avez de toute façon dans le petit booklet, mais il y a Olfa Malèche, donc de Banque Neuflis OBC, Philippe Jean Perron, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, de Banque Transatlantique, Nicolas Auton, BNP Paribas Banque Privée, Gilles Darc, Crédit Suisse Banque Privée, Didier Simondet, CIC Gestion Privée, François Essertel, HSBC Banque Privée, Keïssa Vaudrin, donc de Natixis Wealth Management, Alain Massira, Rothschild, Martin Morel, Mathieu Védrenne, Société Générale Banque Privée, et Xavier Billis, UBS France. Voilà. En tout cas, très heureux d'avoir pu tenir cet engagement aujourd'hui. On a pratiquement tenu le timing, on a un tout petit peu dépassé, mais oui, on se sentait tellement bien que voilà. Assumé. Voilà, on a assumé. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et j'espère pouvoir continuer avec vous tous ces débats dans les prochains mois, prochaines années même. Et dès à présent, si vous le souhaitez, pour certains d'entre vous, si vous avez encore quelques minutes, soit autour d'un café, soit dans cette configuration-là, comme vous le souhaitez. Merci à toutes et à tous.